On te laisse un peu kiffer. Ah oui, moi je peux laisser couler des heures et des heures. Je suis encore sur mon petit nuage. Moi, c'est une intro en musique aujourd'hui parce qu'on accueille un rappeur RH parisien qui ne boude pas son plaisir d'avoir son club sur le toit de l'Europe. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Sous les claviers, la plage, le podcast où on invite celles et ceux qui tentent de réinventer les règles du travail. Notre guest aujourd'hui, Rassam Yagmae. Comment tu vas ? Très bien, je suis très heureux d'être là, fraîchement. Ouais. Chaudement. Ouais. On est en pleine canicule là sur le tournage, donc on va essayer de survivre. Pour te présenter brièvement, Rassam, tu es iranien d'origine, tu es arrivé en France à 10 ans et tu ne parlais pas français. Exact. Dans ta jeunesse, tu es rappeur amateur et tu as dans le même temps passé 10 ans en costume-cravate dans un cabinet de recrutement. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es Talent and Culture Director chez Free. Désolé pour l'accent anglais, c'est terrible. Même sur 3 mots, c'est dégueulasse, quoi. Tu es fondateur de Recruiter in the House, un média rap et RH, et tu as créé le concept de rap, le rap avec un H, qui fait RH. On n'a pas tous le même talent d'écriture. Je valide. Alors, c'est pas rien parce qu'avec ça, tu es quand même monté sur scène devant 700 DRH. Donc, qui est quand même un beau fait d'armes. Donc, j'ai présenté ton parcours là dans les grandes lignes. Tu as des choses à ajouter ou pas ? Non, écoute, je rectifie parce que parfois ma sœur ou des membres de ma famille écoutent, je suis arrivé à 7 ans en France parce que tu arrêtes de dire que tu arrives à 10 ans, c'est pas vrai. C'est mieux pour le storytelling. Mais oui, en fait, bon, c'est les marqueurs. Hein, Ouais. Bon, j'étais petit, quoi. Ok. Alors, ce que je peux te dire déjà, c'est que c'est un plaisir pour moi de t'avoir ici. Merci. Au-delà de ton parcours atypique, tu ramènes une culture hip-hop, souvent critiquée, peu mise en valeur, alors qu'elle représente pour beaucoup de monde une part de nos vies. Personnellement, moi, j'ai grandi en apprenant qu'il ne fallait pas laisser traîner son fils. Je me demande souvent ce que je vais faire de toute cette oseille, et les intimes m'appellent Ayana Kamoris. J'ai les 3 refs, C'est bon, t'as les refs ou pas, John ? Non, parce que moi je suis trop yeuve. Ah, punaise. Pourtant, si, j'ai pris des trucs non, mais si, j'ai les quand même. J'ai les rêves. Et en fait, pour aller plus loin, le rap aujourd'hui, c'est la première musique streamée sur toutes les plateformes. Et c'est pour autant celle qui est la moins jouée à la radio. En fait, c'est 8%, c'est 8% contre 42% pour la pop. Ou encore, c'est celle qu'on range dans la catégorie fourre-tout dite urbaine aux victoires de la musique. Bref, merci d'amener cette culture dans le monde du travail et d'en bousculer les codes. Avec moi, comme d'habitude, Jonathan, le cofondateur de Shodo au célèbre bonnet bleu. Tu n'as pas ton bonnet bleu aujourd'hui ? Non, parce que t'as vu, il fait 40 degrés. Donc je l'ai pas. Faut en faire un plus léger. Parce que j'ai encore envie de le porter demain, j'ai encore envie de voir la fin de l'année, mes enfants. Et tu sais que j'ai vu que tu avais aussi un bonnet jaune avant. Ouais. Il passait où celui-là ? Ben, Tu l'as perdu ? c'est ce qui se passe quand t'as un bonnet jaune, un bonnet rouge, un bonnet bleu et que tu préfères le bleu. Ah, ok, d'accord. Et sinon, Jonathan, c'est toi qui as souhaité inviter Rassam. Pourquoi ? Pour à peu près tout ce que tu as dit, parce que je pense que on a un besoin d'authenticité dans le monde du travail, et c'est bien d'avoir des rôles modèles. Et après, on se connaissait des réseaux, Ouais. et le personnage, je trouve sympathique, j'avais envie d'en savoir plus. Et ça me fait, tu vois, je veux dire, je suis pour l'authenticité au travail, je suis hyper content. Enfin, tu vois, je me demande ce que ça fait de voir son club gagner la Ligue des Champions. C'est vrai ? Mais en Tu fait, n'es pas quelque parisien ? part, je ne suis pas parisien, moi, je suis lyonnais, tu vois, donc on vit plus la même vie. Nos chemins se croisent. Ouais. Vous avez eu vos moments. Ouais, on les a eus, mais je pense que ça fait partie de, tu vois, c'est la culture, c'est aussi accepter savoir, ses imperfections et même les aimer, et je pense que on les aime beaucoup en ce moment. Grave, faut de l'amour. Alors justement, dans cet épisode, on va pas parler que de foot. Voilà, on va aborder la question de l'authenticité dans le travail, on le disait. On va se demander si ça aide à se réaliser et voir en fait si tout ça, ça va pas plus loin en fait que le cadre du travail. Donc si vous êtes OK, Je on y suis va. partant. De toute façon, ouais. On est là pour ça, quoi. T'es au volant, on est sur la banquette arrière. Donc, Alors, vous tous les deux, vous détonnez IRL, In real life. ou même ça sur va, les John, réseaux t'as sociaux. compris. En fait, on les voit souvent aseptisés, tout ça, ces mondes-là, en mode costume-cravate, au vocabulaire bien ordonné, où les interjections du type frérot ou encore starfoula sont tout de même assez rares. Mais justement, est-ce qu'on peut s'affirmer direct en arrivant dans le monde du travail, ou bien est-ce qu'il faut attendre quand même de faire ses preuves ? On va se faire kiffer un peu. Allez, let's go. Ouais, Take your mask off and be yourself. Take your mask off and be yourself. Take your mask off and be yourself. Will you dare to be yourself or someone else? Hop.
Moi, je trouve ça très propre d'avoir mis 2 morceaux. Ouais, ça passait. Alors, Rassam, tu dis souvent que tu as passé 10 ans en costume-cravate. Ouais. Dans Mask Off, le titre donc, qu'on vient de jouer en extrait, t'évoques le fait que tu as fait tomber la cravate, l'uniforme. Dis-moi, en fait, c'est quoi le déclic qui t'a amené à faire ça? Ouais, alors on parle souvent de déclic, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir eu un seul déclic, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas démarré ma vie professionnelle en me disant qu'il fallait absolument que je sois authentique, moi-même, que j'aligne mes valeurs pro et perso. J'ai démarré en 2006-2007 à bosser, donc je pense que c'était même pas en fait des notions. Pas dans l'air du temps. Ouais, dans l'air du temps, en fait, t'arrivais, tu te fondais dans la masse. Moi, en l'occurrence, c'était de mettre un costume cravate, etc. pour la première fois de ma vie. Et je le dis quand même de plus en plus à tous ceux qui aujourd'hui entrent dans le monde du travail ou sont dans le monde du travail et se demandent est-ce qu'il faut que j'y aille vers plus d'authenticité, posez-vous quand même la question. C'est pas forcément le moment pour vous. Il faut se connaître, avoir ce qu'on en anglais un self-awareness de où on en est dans sa carrière, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre. Et donc moi, dans mon cas, le déclic, je l'ai eu une fois que je me suis fondu dans la masse pendant presque une dizaine d'années. J'ai appris, je me suis tu, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot, j'ai pris les codes plutôt des autres. Et donc dans le monde des cabinets de recrutement, notamment l'un d'entre eux que j'ai fait, où c'est plutôt des profils qui étaient différents du mien en termes de background, en termes d'origine et même de cursus scolaire. Ouais. Et j'ai plutôt pris leur code en adaptant à chaque fois que je changeais d'environnement, en montant un petit peu en échelle, que chaque chemise ne se vaut pas. Le nombre de boutons sur le col de ta chemise dit à peu près d'où tu viens aussi. Et donc, en fait, j'ai kiffé adopter ces codes-là jusqu'à un certain moment. Et donc, le déclic quand même, parce que je le raconte un petit peu comme ça, c'est on avait un event caricatif, tu sais, le Charity Day, souvent dans les entreprises. Et il fallait venir chacun avec un talent, une passion, etc. Et donc, à l'époque, 2010, 2011 environ, 2012 peut-être, j'étais pas encore prêt à parler de mon background de rappeur. Donc c'est pour dire, même à ce moment-là, c'était encore trop, le rap était encore trop connoté. Pas plus subversif, mais encore trop connoté, banlieue, racaille, violent, sans valeur ajoutée. Bon, en vrai, ça l'est encore. Sous-culture. Oui, ça l'est encore. Mais en tout cas, là, on était en plein dedans. Ouais, bien sûr. Il y avait en fait une autre... Tu parlais de hip-hop et j'aime beaucoup ça parce que moi, je me définis comme un passionné de hip-hop dans la culture hip-hop, qui est la culture d'apprentissage, d'être positif, d'être ouvert, et en fait qui est super antinomique avec ce que les gens imaginent du hip-hop, qui est on est fermé entre nous, etc. Donc moi, je me suis toujours décrit comme quelqu'un qui vient du hip-hop, dans ma façon d'être aussi au travail, d'être un manager, etc. Et dans le hip-hop, il y avait une partie qui aussi était connectée à mon passé, qui est le graffiti. Ouais. Et en fait, c'est avec le street art que je suis revenu dessus, parce que dans le cabinet où j'étais, en discutant avec pas mal de consultants, de managers, il y avait pas mal de gens qui allaient dans des galeries pour acheter, regarder des œuvres d'art qui, quand je le voyais, moi, je me disais, bon, c'est des tags, quoi. Ça me paraissait énorme que ces trucs-là se vendent des dizaines de milliers d'euros, etc. Et donc, je me suis dit, je vais... alors, j'étais un piètre tagueur, mais un vandale de tagueur dans mon adolescence. Vraiment, j'étais mineur, c'est pas une identité très très large. C'était une courte période de ma vie, mais assez intense, où je taguais beaucoup dans les rues, dans les trains, etc. Au Posca, même pas vraiment à la bombe. J'étais pas assez doué pour aller à la bombe et tout. À la cire à la bougie, là, non Ouais, le Posca, tu prenais les cols, les tubes de colle à l'ancienne, là, tu les vidais, tu mettais de l'encre. Il y avait une mixture un peu spéciale à faire pour pas que ça puisse s'effacer trop vite. Et après, tu t'amusais quoi un peu. Ouais. Donc bon, ça m'a valu pas mal d'emmerdes à l'époque, notamment quand t'es mineur. Mais fait des gardes à vue, lui. Hein. En fait, c'était pas en garde à vue. En fait, c'est tes parents qui viennent te chercher au poste à l'époque. Mais en fait, pour en revenir là-dessus, c'est que j'avais quand même ce petit cursus, et j'ai dit à mon collègue, viens, moi je fais un atelier là-dessus. J'ai fait un atelier là-dessus. J'ai ramené un pote à moi qui est 100 fois plus doué que moi.
Et on a fait autour des logos de l'entreprise, des verres de l'entreprise, et etc. On a fait un petit atelier là-dessus. Et en fait, les gens ont kiffé. Le fait d'avoir amené mon pote aussi là-dedans, tu vois, lui n'avait pas du tout le contexte et les codes. Donc, lui, il allait franco sur 100% qui il était, etc. Et le fait de voir d'autres personnes interagir avec lui, être presque un peu en... franchement, je dirais pas en admiration, mais genre un peu en mode « c'est trop bien, ouais, c'est trop cool, il est trop cool ton pote et tout ». Je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et donc pendant très longtemps, c'était plutôt la fibre street art, parce qu'on a créé avec un pote une espèce de mission entrepreneuriale où moi je faisais des tableaux et on les vendait dans notre écosystème un peu de personnes qui suivaient le street art. Et donc c'est ça le déclic, je dirais. La première fois où je me suis dit tu peux sublimer un petit peu qui tu es au travail en apportant quelque chose de ton passé. Mais je le redis, je pense que le timing était le bon, parce que j'étais manager d'une équipe performante, j'étais bon dans ce que je faisais, et c'est à ce moment-là que ça m'a servi. Sinon, ça m'aurait peut-être desservi. Ça te fait réagir un peu, John Ouais, en fait, je comprends vachement le fait de, si tu veux, de vouloir réaligner tes deux mondes, c'est-à-dire d'être au travail comme tu l'es dans la vie. Ouais. Et moi, j'ai une expérience, j'ai un début de vie pro assez similaire, dans le sens où je me suis vachement déguisé. Tu vois, j'ai commencé à bosser en 2005. Et il y a un truc qui me fascinait, moi, à cette époque. C'était... on t'a parlé des costards, tout est dit. Mais moi, c'était le Friday Wear. Ah, oui. Ça me faisait disjoncter. En fait, le Friday Wear, donc les gens s'habillaient tous en noir ou en gris anthracite en Starco la semaine. Et le Friday Wear... C'était un jean. C'était le folklore, c'était la kermesse. Et c'était à qui arrivait le plus dégueulasse, jean troué... Et en fait, je comprenais pas cette espèce de dichotomie complètement folle. Moi, ça c'est le premier, je pense, le premier marqueur. Je me suis dit, il y a un truc bizarre quand même dans le monde du travail, je trouve. Et le reste, c'est effectivement, je pense que à un moment donné, en évoluant, moi, j'ai commencé à comprendre que ce qui compte, c'est pas ta tenue, c'est pas tes tatous, c'est ce que t'es bon, ce que t'es pas bon. En fait, ça s'arrête là. Par contre, tu vois, je pense que là où je pense qu'on diffère un peu, c'est que moi, je pense que c'est à l'entreprise d'assurer t'as une culture, un cadre un peu safe, où justement, t'as pas à te dire ouais, attends, là, je suis un peu en danger, il va falloir que j'adopte les codes et tout, alors qu'en fait, j'ai pas du tout envie de mettre des chemises à plein de boutons ou des costards marrons, que sais-je. Moi, je pense que c'est le rôle aussi des managers ou voire des dirigeants de créer un cadre où tu dis, en fait, ce qui compte, c'est on doit cartonner. Je fais en sorte, en tant que manager ou dirigeant, de créer un cadre où tu as du bien-être, tu vas pouvoir penser qu'à être bon. Après, tu viens comme tu veux, c'est pas le sujet. Tant que le vivre ensemble reste bien sûr, possible. Mais parce que pour toi, Rassam, le risque, c'est quoi? C'est de passer pour un pimpin si tu t'affirmes un peu trop vite, selon toi? Ouais, tout dépend, bien sûr, en fait, au cas par cas, sur quoi tu vas t'affirmer. C'est sûr que si tu vas parler, il y a des choses qui sont plus alignées, qui sont moins de prise de risque de parler de certaines passions ou certaines facettes d'une vie pro que là, en l'occurrence, moi, je te parle de street art, de rap et tout. C'était un peu le grand écart. Mais je suis d'accord. En fait, le risque que moi, je vois, c'est que l'entreprise, bien sûr, alors il y a des périodes où ce sujet était dans la responsabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on parle d'entreprise responsable, il faut effectivement être plus dans le care et de safe place pour les collaborateurs, etc. Globalement, tout le monde l'a compris, avec des curseurs plus ou moins différents. En fait, le seul truc, c'est que si tu as une boîte de 200 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, et que du jour au lendemain, tout le monde arrive avec son sa singularité, ça peut vite être très bruyant, en fait. Pas forcément sonore, mais bruyant dans le sens où, ce que je dis souvent, c'est que si ta singularité n'apporte pas de valeur ajoutée à ton interlocuteur, ça reste un peu une charge mentale en plus pour lui ou elle. Bien sûr, si c'est juste anecdotique, la façon dont tu vas ramener une petite touche, mais si tu revendiques trop souvent quelque chose, il faut que ça apporte quand même un peu de valeur ajoutée à ton interlocuteur et que ça enrichisse le collectif, tu vois. Non, mais du coup, ça, c'est de l'intelligence situationnelle. Je veux dire, c'est sûr que si toi, ta passion, c'est d'aller poser des graphes sur les... ce n'est pas toi, Rassam, mais sur le mur des commissariats, c'est sûr que c'est un peu... C'est compliqué de le partager dès le premier jour, tu vois. Oui, puis ça dépend, comme tu disais, ça dépend des passions, en fait. Exactement. Voilà. Ouais.
Vas-y, je t'ai coupé. Non, mais tu as résumé, tu as même fermé le sujet. En fait, je me dis que quand tu viens avec une partie de toi-même, c'est que toi, tu as fait le lien, tu as vu un pont quelque part, un potentiel rapprochement. Ouais, et en ouais, fait, c'est à toi d'expliquer ce rapprochement et de mâcher un peu le travail pour ton interlocuteur qui, lui, n'a rien demandé. Et si tu ne fais pas ce travail-là, il peut juste se dire, bon, bah, là, il m'impose en fait un truc. Moi, le pont, je ne l'ai pas vu. Donc, mais par contre, si tu dis, en fait... quand moi je faisais ça, quand je fais ça, le dénominateur commun en fait, et au final, ce qui nous rapproche, c'est quoi entre ces deux mondes-là, puisqu'on a au moins un monde en commun en l'occurrence. Non, mais c'est ce qui effectivement permet de connaître tes collègues autrement que par le prisme de leur fonction qui peut être parfois chiante. Enfin, je veux dire, c'est pour les métiers, mais ouais, l'idée c'est de pas avoir des robots non plus dans son équipe et que des gens. Et tu vois, juste pour finir sur le sujet. Moi, au début de Shodo, j'avais des gens dans ma famille ou des gens de tout court qui me demandaient, mais est-ce que tu rencontres tes clients avec un bonnet et des chemises à bûcheron, tu vois. Et je comprends que la question, elle se pose. Mais en fait, la réponse est oui, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de mettre une chemise blanche et un pantalon à pince. Pour montrer, pour prouver que j'ai de la légitimité, tu vois, que je suis compétent. C'est pas parce que j'ai un costume que je suis compétent. Et je pense que c'est ça qu'il faut casser. Ouais, je pense qu'il y a aussi une question de posture et d'âge et en fait d'acquis, comme tu disais, parce que un mec de 20 ans, 25 ans, peut-être qu'il va avoir besoin, un mec plus jeune ou une meuf notamment, tu vois, pourra peut-être pas se présenter de la même façon. Toi, je sais pas. Je pense que ça dépend des gens, mais je sais pas si c'est pas un luxe en fait quand même. Non, mais le talent n'a pas d'âge. Enfin, je veux dire, t'es bon. C'est sûr, mais toi dans ta tête. Mais toi, c'est avant acquis. Shodo, par exemple, tu l'avais porté le costume à un certain moment. Ouais, j'ai arrêté de le porter. J'ai arrêté de le porter en 2000. Tous les jours, j'ai arrêté de le porter, je pense, entre 2015 et 2018. En fait, moi, je vois beaucoup d'étudiants, d'alternants, de nouveaux arrivants dans les différentes entreprises où je suis passé. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui sont très bons experts d'un sujet, qui lancent leur boîte et qui ont eu un vécu et qui ensuite, maintenant, l'assument différemment. Et en fait, je suis d'accord avec toi, les deux sont possibles. J'ai vu des jeunes tellement, en fait, alignés avec pourquoi ils sont comme ça, bien dans leur peau, confiants de leur force et très clair et limpide dans je t'articule ma force et en même temps je suis qui je suis. Mais une grande partie aussi des étudiants, jeunes diplômés, entrant dans le monde du travail, alternants, n'ont pas ce bagage-là encore et cette confiance ou ne sont pas en fait définis encore. Et donc là-dessus, c'est risqué. Et à l'inverse, j'en vois aussi beaucoup qui, effectivement, ont réussi à faire le switch. Et en fait, c'est le fameux luxe dont tu parlais peut-être, c'est qu'ils ont effectivement, et moi je me considère quand même chanceux de pouvoir me dire, voilà, je suis passé dans certaines boîtes, j'ai eu des expériences, j'ai eu des résultats qui font que je peux aussi, sur la table, montrer des choses, parce que montrer que tu es bon, dans le laps de temps d'une rencontre et d'une première impression, parfois c'est compliqué. Mais par contre, quand tu viens avec tu vois, un petit CV derrière toi, des boîtes, des noms, des trucs, une marque personnelle autour de toi, ça marche bien aussi. Je suis d'accord avec ça. Et pour moi, du coup, tu as deux piliers qui te permettent de faire ça. C'est la culture de ta boîte. Est-ce qu'elle le permet? Est-ce qu'elle autorise, est-ce qu'elle t'autorise à être au boulot tel que tu es vraiment? Parce que le but, c'est pas non plus de se surjouer, de s'inventer une vie. Tu vois, t'arrives pas avec une armure de chevalier si en fait tu t'en fous, quoi, tu vois. Et après, pour moi, l'autre levier, c'est le recrutement. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que tu arrives à... Parce que, en fait, moi, je pars du principe que les gens que tu fais venir dans ta boîte, moi, je suis dirigeant, les gens qu'on recrute, on les recrute parce qu'ils sont compétents, a priori. Et ça fait partie des raisons, tu vois, tu me demandais pourquoi Rassam. En fait, moi, ça m'intéresse de savoir comment, quand tu es recruteur... et notamment pour tu vois, tu as bossé chez Doctolib, tu bosses avec Xavier Niel. Je pense que on est sur deux entreprises avec une énorme ambition. Voilà. Et comment est-ce que justement tu peux être validé par des gens hyper ambitieux, être ambitieux et en fait tu aurais pu te dire, je vais parler à Xavier Niel, en fait, je m'Astarco, parce que quand même, faut pas déconner. Carrément. Et je trouve que c'est enrichissant. Justement, on va en parler dans la deuxième partie. On va mettre un peu les mains dans le cambouis, parce que visiblement, quand même, ta façon de faire, de t'imposer, ça t'a plutôt réussi, puisque tu as quand même un parcours RH, somme toute, brillant.
Merci. Et donc du coup, on se le dit, mais tu as certainement plein de choses à nous raconter, et à nous dire comment, sur le fait d'être performant au recrutement. Du coup, on le disait, tu as bossé dans des boîtes comme Doctolib, qui est devenue en 2022 la licorne française la mieux valorisée de la French Tech. C'est vrai. Pour info, sa valo aujourd'hui, c'est 6,4 milliards d'euros. Il y a 2900 salariés là-bas, et j'imagine que tu en as recruté quelques-uns. Aujourd'hui, tu es chez Free, qui, on le rappelle, fait partie du groupe Iliad, 5e opérateur télécom européen, avec un CA supérieur à 10 milliards d'euros. Et donc, le cofondateur et actionnaire major, c'est Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Tout ça pour dire qu'il y a certainement un peu de pression et de résultats attendus à ton poste. Tu peux, par exemple, nous donner un aperçu de tes missions, tes KPI, de ce que c'est en fait aujourd'hui ton poste? Ouais. En fait, quand on parle de Doctolib et de Free, c'est deux expériences majeures quand je suis passé ce qu'on appelle in-house en interne, en entreprise, après les cabinets. C'est deux mondes très très différents, même si on est dans la tech quand même, on est dans effectivement des patrons plutôt iconiques et emblématiques, dans l'innovation, la disruption. Mais Doctolib, et tu parles de KPI, j'en avais énormément chez Doctolib, c'est une machine de structure et j'en parle beaucoup, je venais pas du tout de ce monde de structure et ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et donc je vais te donner quelques exemples là-bas que je réplique encore chez Free, mais chez Free, la table s'est totalement tournée, notamment parce que mon scope n'est plus à dominante recrutement, enfin uniquement recrutement, mais un peu talent au sens large, attractivité, talent dev, onboarding et communication interne. Mais surtout parce que en fait, la vision des fondateurs ou des actionnaires, en l'occurrence, n'est pas la même quand on parle du sujet management, RH, culture, etc. Donc, pour reprendre dans l'ordre, chez Doctolib, moi, mon fer de lance, c'était créer les équipes tech, product, data, design de la boîte. On a amené la culture sourcing et du coup ensuite on l'a amené sur l'ensemble des fonctions, sourcing, coordinateur, etc. avec le triptyque, tu sais, recruteur, sourceur et coordinateur, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui en l'état tel quel, mais ça c'est une autre histoire. Et donc là-dessus, les KPI étaient très très spécifiques à comment on crée les équipes tech, engineering. Donc si on veut recruter, on veut créer 5 feature teams sur le prochain quarter, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'input exactement? Quelle est la composition? Donc si c'est 3 full stack seniors, un full stack senior, c'est quoi sur les 6 derniers mois le nombre d'inputs qu'on a eu besoin sur tous les stages du funnel, reach out, screen, premier entretien. Faut que tu expliques un peu parce que... oui, pardon. Donc je disais un funnel de conversion, en gros c'est un peu en marketing ou en sales, tu prends toutes tes étapes de process et tu as un certain nombre d'actions à émettre pour en créer un certain nombre de résultats qui t'amènent à l'étape d'après, etc. Donc en recrutement c'est pareil, tu postes une annonce, tu as des candidatures où tu envoies des messages sur LinkedIn et tu as des retours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le top of funnel, reach out globalement. C'était de l'outbound du coup majoritairement. Inbound, outbound, c'était le 2. Tu vois, alors en tech, pour moi, effectivement, c'était quand même pas mal. Mais vu qu'en parallèle, et c'est aussi ça ce qui était intéressant, c'est qu'on a créé, on a dû à un moment donné, parce que le réservoir n'était pas infini, et on allait brûler le marché si on continuait à appeler tous les devs de Paris, des mêmes startups. Et donc il fallait créer une marque tech Doctolib qui attirait de fait et des gens au-delà de la France, potentiellement des communautés différentes. Donc en fait, on a créé un petit peu les deux. Donc, à un moment donné, on a eu de l'inbound, mais c'est vrai qu'au départ, c'était beaucoup de l'outbound. Mais en fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu la même dynamique. C'est qu'à un moment donné, c'est du temps que tu dois avoir, soit pour trier des CV, soit pour trier des profils en sourcing, les contacter, les screener. Et donc, on avait des KPI très spécifiques sur le nombre de recrutements que pouvait faire un recruteur par mois sur une population dédiée, avec un niveau de seniorité dédié de la cible qu'on recrutait. Et de l'autre côté, le nombre de targets, d'objectifs qu'on avait et de tout le temps voir la capacité de l'équipe versus l'objectif, le phasing, donc à savoir quand est-ce que les personnes doivent démarrer, parce que ça, c'est aussi en recrutement quelque chose, un impensé souvent qu'on a. On se dit, on recrute, il faut dans 3 mois, c'était pour hier, machin, etc. Ça, chez Doctolib, n'existait pas. Tu
tu as un besoin, tu as une équipe, on casse le problème en 1000 petits bouts et on se dit ok, bah ça, et après on priorise comme une roadmap. On peut pas tout recruter en même temps, et donc ça n'existe pas de se dire on veut recruter 10 personnes le même mois. Enfin, si, in fine, ça existe parce qu'on a créé cette machine. Mais du coup, voilà, le fait d'armes chez Doctolib, c'était de créer une machine capable de recruter 10 full stack seniors par mois, 15 full stack seniors, 20 parfois par mois. Donc tu faisais que des devs, du coup, chez Docto. Product, data, design, donc bien sûr c'est plus riche que ça, mais comme tu le sais, les full stack, les devs, c'est un peu le nerf de la guerre. Parfois des staff engineers, c'est des profils. Après, oui, bien sûr, il y a des engineering managers, des trucs plus complexes, des DevOps, autre chose aussi. Et donc chez Doctolib, c'était tu vois, le taux d'acceptance rate, donc en gros combien d'offres tu dois émettre pour en avoir une qui est acceptée. Taux de transfo. C'est quelque chose que je regardais tout le temps. Je formais tout le temps, on formait tout le temps en continu nos managers au closing, les recruteurs au closing, au pré-closing à chaque étape, etc. Parce qu'on voulait tout le temps. Le coût était tellement élevé de chaque chose qu'on faisait, parce qu'on investissait beaucoup dans les ressources humaines, les outils, etc. Et chez Free, en fait, le recrutement en soi, quand je suis arrivé, même aujourd'hui, c'est un sujet qui se professionnalise de petit à petit, mais c'est pas quelque chose qui a été comme par exemple Doctolib, qui était une startup qui day one s'est dit ok, je vais recruter des recruteurs spécialisés tech. C'est pas comme ça que la machine s'est construite. Et donc en fait, les enjeux sont pas les mêmes. J'ai pas ce genre de KPI que je regarde au quotidien. J'ai évidemment des objectifs de completion, on va dire d'objectifs. Voilà, il faut recruter tant de personnes, mais c'est plus un peu au cas par cas des postes et des équipes qu'il faut créer. Mais on n'a pas un langage commun entre 3 équipes tech pour regarder les choses de la même manière. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc le recrutement de dev, c'est vraiment le cœur de métier de Shodo, typiquement, et c'est même quelque chose sur lequel on a développé une expertise, nous, dans nos vies d'avant. Tu vois, donc je sais que tu peux devenir expert du recrutement d'une typologie de profil. Et après, on peut débattre sur l'efficacité de l'outbound par rapport à l'inbound, etc. et taux de transfo. Mais je pense que c'est pas le sujet. Moi, ce qui vraiment me fait... j'avais vraiment envie de découvrir comment est-ce que tu fais, parce que j'imagine que chez Free, tu dois recruter des typologies de profils assez différentes. Comment est-ce que tu fais pour multiplier la typologie de tes cibles en restant bon? Parce que j'imagine qu'il y a de l'ambition quand même chez Free. Bien sûr. Comment c'est possible ça? Parce que je n'arrive pas à le... je trouve ça très dur. Oui, c'est vrai que c'est très dur. Je pense que c'est un peu la boîte secrète de tous les équipes recrutement. Dès que c'est complexe, c'est la spécialisation. Ça passe par la spécialisation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui chez Free, on a 5 métiers majeurs, on va dire, même s'il y a plein de sous-métiers, mais et pas de sous-métiers. On a les boutiques, en gros, la force de vente sur le terrain. On a les équipes relations abonnés qui vont travailler, que ce soit dans les centres d'appel ou les Free Proxy. On a les équipes qui sont sur le déploiement du réseau, donc les antennes radio, le réseau, la fibre. D'accord. Et ensuite, on a des équipes, des fonctions centrales, support. Et adossé à ça, les équipes tech digitales. Et donc, tu as ces 5 grands métiers. On a des équipes recrutement à part entière et différentes. Donc, on n'a pas... dédié. Déjà, Non, mais ça, du coup, je l'entends, c'est un début de réponse. Mais tu vois, moi, je dis avec grande honnêteté, on a de l'expertise sur le développement de dev. C'est une des raisons pour lesquelles on a supprimé la période d'essai chez nous. Quand on recrute des devs, il n'y a plus de période d'essai. Parce qu'on a un taux d'erreur, tu vois, qui, je ne sais pas te le quantifier, mais c'est moins de 5%. Donc, c'est hyper marginal. En revanche, moi, je sais te dire que on n'a pas du tout cette maîtrise sur des profils, par exemple, opérationnels. Donc, les profils, ce qu'on appelle les profils staff. Moi, demain, je te recrute un sales, alors que j'ai été un ancien sales, j'ai été directeur commercial, j'ai managé, j'ai formé des sales. Mais si tu me demandes si demain, je dois enlever les périodes d'essai sur les sales, j'en suis revenu, je te dis non, mais jamais la vie. Parce qu'en fait, le coût d'erreur, il est trop fort. Et en fait, bien sûr que du coup, j'entends que tu ne mettes pas les mêmes profils tu vois, quand tu recrutes des sales, quand tu recrutes des devs, etc. Mais en fait, à un moment donné, tu as une culture de boîte qui va parler plus ou moins à d'autres, tu vas être plus ou moins fort. Et en fait, quand on te demande d'être très bon partout, tu vois, nous, dans mon métier, il y a des ESN qu'on appelle généralistes. Et je ne comprends pas comment tu peux être fort en étant généraliste. Parce que, ou alors, tu es comme Kevin Mayer, tu es bon dans l'e-sport, mais tu vas être très très bon dans l'e-sport.
Est-ce que tu vas être exceptionnel dans un des 10 ? J'ai un doute. Ouais. Et quand tu dis fort, toi, tu parles de fort en recrutement ou fort globalement? Tu vois, c'était la question, c'est la discussion que j'avais envie d'avoir. Je trouve que le challenge, tu sors de la tech chez Docto où tu as recruté plutôt des profils dev majoritairement. C'est déjà dur de ouf, très clairement. Mais après, demain, basculer sur un poste où peut-être tu pars sur un râteau hyper large, et j'imagine que ça marche. Et c'est ça que j'avais envie de savoir, c'est comment est-ce que tu fais ça en fait, ça, les sales, alors j'avais une autre question, parce que quand tu disais que les sales, tu pourrais pas enlever la période d'essai, est-ce que c'est parce que de fait, tu n'appliques pas la même rigueur dans ton process que tu fais pour les techs et du coup, tu es moins sûr, ou si tu te dis non, c'est une population qui est juste trop volatile ou trop imprévisible et du coup de fait je peux pas appliquer la même rigueur. Alors je vais te répondre honnêtement, je pense qu'on avait un process qui n'avait pas la même rigueur. Enfin là on est en train de comparer un process, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'on recrute comme ça, on a une manière de recruter avec des devs. En fait, on crée en 2 heures un échantillon d'une journée de travail avec des phases, tu vois, tu as une première partie via un icebreaker où en gros tu fais commenter du code et en gros c'est du code où il y a plein de smells et ça te permet rapidement de voir tu vois, le niveau de maturité du candidat ou de la candidate et puis ensuite tu vas faire un kata, tu vas faire coder la personne, tu la mets dans son élément on va dire dans sa zone de confort, son élément naturel, et ensuite tu procèdes de manière itérative incrémentale. On n'avait pas, je pense, jusqu'alors, parce qu'on a du coup on a retravaillé le sujet, mais on faisait pas la même chose avec les sales. On avait quelque chose de beaucoup plus random fuck feeling, tu vois. Maintenant, là, je vais te répondre de manière opérationnelle, parce que je pense que c'est aussi ça le juge de paix. Quand tu es une ESN et que le marché va plutôt bien, un mauvais dev ou une mauvaise dev, même si tu fais tout pour ne pas le ou la recruter, mais en fait, c'est plaçable. Un mauvais sales ou une mauvaise sales, c'est la cata. Ça impacte tout de suite. Tu vois. En fait, les boîtes, elles réussissent aux sales. Et quand ça va pas, tu peux commencer à regarder, tu peux commencer direct à regarder aux sales. Ouais, bien sûr. C'est sûr que ta stratégie de recrutement et l'effort que tu veux mettre, je pense, est tellement lié à ton business model et qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et comme tu dis là, pour le coup, bien sûr que dans une ESN, les devs sont très très importantes, mais ceux qui vendent, entre guillemets, les devs sont d'autant plus importants. Et du coup, chez Free, tu as le même arbitrage chez Free, en fait, on est quand même une boîte très tech. C'est-à-dire que effectivement, tu vois, aujourd'hui, on a plus de 250 boutiques en France. Il y a 6-7 ans, on en avait 0. Il y a une stratégie où on avait du retard par rapport, en tout cas, c'était un choix délibéré et qui aujourd'hui s'avère gagnant. Mais à la base, on est une boîte très tech. On a disrupté la triple play, la box, on a disrupté la téléphonie mobile. On internalise 100% de nos Freebox encore aujourd'hui. Donc, on a des équipes très, très poussées niveau tech. Et même, tu parlais de Xavier tout à l'heure. Xavier, je pense que la tech, ça reste dans son métier d'opérateur télécom son cœur business. Comment toujours rester à la pointe, innovant, etc. Bien sûr que la force commerciale, la force de vente dans les boutiques, d'avoir des conseillers près de nos abonnés qui sont efficaces, c'est super important. Mais le jeu de volume inbound est tellement différent aussi que globalement chez Free, les équipes qui recrutent en boutique et en proxy ont un volume entrant qui est globalement, alors peut-être pas sur certains endroits très repoussés en France ou des postes de manager boutique qui sont un peu plus complexes, mais globalement ils arrivent à faire 80-90% je pense d'inbound, là où en tech c'est pas l'inverse, mais c'est 3/3 entre la cooptation, le truc machin. Et donc je pense que c'est pour ces raisons qu'on a peut-être pas le même niveau de curseur partout. Et globalement, par contre, c'est dans l'animation et la collaboration avec les managers qui recrutent où ces équipes-là doivent être hyper fortes. Parce qu'en fait, quand tu recrutes avec un manager qui est sur le terrain, qui n'a pas forcément un PC, qui n'a pas le temps de regarder un CV et qui rencontre pas forcément les profils dans le même cadre que quand tu es au bureau dans un siège, là, les équipes doivent être hyper proches, hyper structurés dans un rythme. Il y a des SLA très spécifiques qui sont différents. Et donc, globalement, c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais c'est un bon point. Et je pense que historiquement, quand même, on peut s'accorder à dire que l'excellence dans l'assessment et le recrutement,
en tout cas c'est mon avis, mais peut-être que certains ne seront pas d'accord, est venu quand même par la tech, les métiers de la tech, et ensuite d'autres fonctions plus institutionnelles, plus corp, même commerciales, s'en ont inspiré pour se dire ok, peut-être qu'on était un peu au feeling jusqu'à là. Tu vois. Non, mais je pense que c'est exactement notre cas. Tu vois, nous, on a vraiment on vient de la tech. Je pense qu'on avait moins effectivement de. Je veux dire le terme, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'on avait moins d'exigences sur le recrutement des fonctions support ou des fonctions type staff. Support, c'est un peu moche. Alors après, tu vois, la dernière question moi, que j'avais qui m'intéresse, c'est que nous, on reste sur des volumes de recrutement qui sont relativement petits. Ouais. En tout cas, chez Shodo, on fait 30-35% de croissance par an. Mais en fait, en termes de volume de people, ça reste quand même tu vois, très, très acceptable. Moi, ma question, c'est, tu vois, dans des boîtes comme je sais pas, Docto ou même Free, où tu commences à être sur des volumes de recrutement qui sont beaucoup plus forts. Est-ce qu'il y a une recette pour maintenir un niveau de qualité des recrutements, un standard très très quali, ou est-ce qu'en fait à un moment donné, comme tout le monde, le trade-off c'est de dire au-delà de ce certain seuil, je pense que avec tous les investissements, l'excellence visée de départ, etc., globalement quand tu es en hyper croissance, tu sais que tu es dans une phase où tu vas aller très vite, donc forcément tu vas casser un peu plus etc. Donc ça je pense, mais je dirais que quand on le faisait chez Doctolib, on n'était pas du tout dans ce narratif, on était dans le narratif, parce que dans les faits on poussait quand même le curseur très loin pour y arriver. Quand même, j'avais cette image, moi je me rappelle en 2018, j'étais dans le bureau de Stan pour un point sur Stan qui est le fondateur de Docto, pour un update sur le recrutement full stack, et j'avais mis en première slide un burger avec du caviar dedans, un peu pour en provoque, en mode en fait ce que tu me demandes là c'est de faire McDo mais avec du haut de gamme, et à un moment donné c'est pas possible. Et donc tu vois, Stan et en tout cas la direction Doctolib et puis avec l'équipe, on a quand même toujours été plutôt partant en disant non, si c'est possible, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut, et après on arbitre, et donc c'est vrai qu'on était très bien staffé. Tu vois, je suis arrivé 3e recruteur chez Doctolib. Quand je suis parti, on était une centaine dans le département talent recrutement. Avec, comme je te disais, des triptyques, coordinateurs. Tu vois, on a divisé les tâches pour dire voilà, il y en a qui vont faire du sourcing, il y en a qui vont faire du recrutement et être que à challenger les managers, être dans les débriefs, écouter, closer. D'autres qui vont être que dans la coordination. Tout ça avec des outils en plus qui étaient assez onéreux. Et donc on a répondu à cet enjeu-là comme ça, je pense, chez Doctolib. Et chez Free, c'est un peu différent. C'est un enjeu de pragmatisme, parfois, qui est différent. Je trouve que... Et c'est pas une question d'ambition qui est différente, c'est juste que dans une boîte où le recrutement n'a pas été professionnalisé pendant X temps, mais qui marche, où les managers sont très, très actifs, pour le coup, chez Free, beaucoup de managers recrutent par eux-mêmes, tu vois. Encore. Et ça, c'est un choix. Tu vois, il n'y a pas de mauvais ou de bonne façon. Après, il faut accompagner tout le monde. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est vrai que tu as des moyens qui sont... Enfin, tu as des stratégies qui sont proportionnelles à tes moyens de boîte. Quand tu es docto et que tu as fait des grosses levées de fonds et que tu es capable de staffer 100 talent acquisition manager avec plein d'outils, etc. C'est une machine de guerre. Quand je fais le rapprochement avec notre industrie à nous, notre secteur... où il y a un problème majeur, je pense que tu connais, il y a trop de turnover, et puis surtout on met tous les investissements dans l'acquisition et on met 3 copecs dans la fidélisation. Nous, on a bâti une stratégie d'inbound, dans les faits qui a marché assez vite chez Shodo. On s'est créé en 2019, à partir de 2020, tu vois, on sort un manifeste, on commence à sortir des mesures, transparence, plein de mesures d'innovation RH, on met un simulateur de revenus. Et en fait, on bascule assez vite sur tu vois, une approche où, à rythme de croisière, tous nos recrutements ils sont basés sur de la candidature entrante. Plus de 70%, c'est de la sponte. Le reste, c'est de la cooptation. Et je veux dire, de manière hyper marginale, notamment quand on lance une filiale sur un nouveau marché, on va aller faire de l'outbound pour aller faire venir avec de l'approche directe les 4-5 premières personnes. Tu vois. Mais en fait, c'est faussé parce que la culture inbound qu'on a, elle se base aussi sur... tu vois, moi, ça fait
20 piges que je suis dans ce secteur. Et en fait, c'est basé sur de l'intel, de la connaissance qu'on a emmagasiné avant. Mais c'est vrai que, c'est la conclusion, je trouve, c'est que l'inbound, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Ouais. Alors, juste un point, et peut-être pour faire le pont et la transition vers la culture, mais au final, je pense que ta stratégie de recrutement est très liée à la culture de ta boîte et à la culture de ton fondateur. Et donc, si je peux un peu analyser rapidement, j'imagine que toi, si tu es allé vers la transparence des salaires, des manifestos, de ways of working, etc., c'est que c'est quelque chose auquel tu crois et qui font partie, on va dire, de la façon dont tu as envie de faire du business ou tu as créé cette J'y boîte. crois parce que pendant 15 piges, je l'ai fait sans et je vois le avant-après. Tu Oui, vois, et je pense que j'ai bossé plutôt dans des très belles boîtes. On s'est rencontrés dans une très belle boîte. Et le taux de transfo, je pense qu'il était, je me souviens plus, mais il était supérieur à 1/2. Ouais. Mais on perdait contre des concurrents directs, par exemple. Tu vois, là, aujourd'hui, notre taux de transfo, il est à plus de 90%. Ouais. On ne perd jamais contre un concurrent direct. Ouais, non, mais et donc c'est une conviction que tu as, forte. Validée par des professionnels. Oui, non, mais je dis, en fait, c'est même pas pour remettre en cause le truc, c'est que c'est une conviction que tu as. Comme chez Docto, je pense, Stan, mais après, évidemment, tout est vertical, c'est pas toujours une seule personne, ça découle. Mais Stan est quelqu'un d'hyper structuré, qui est très rationnel sur les KPI, sur les trucs. Donc, lui, c'est plus, OK, le challenge, il est là, tout est jouable, c'est juste qu'est-ce qu'on met en face en moyen. Et Xavier, dans un style très différent, que je ne connaissais pas du tout et qui m'amène, moi, à totalement, parfois, remettre en question ce que j'ai fait pendant des années dans une boîte comme Docto, c'est... non mais arrêtons de surcomplexifier, suringénierer les choses. La vie est simple, c'est basique parfois. Et surtout, on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Et donc, en fait, je te donne un exemple très concret. Chez Free, parfois, un recrutement exec, un recrutement assez niche, un recrutement très fort, la façon dont Xavier va pousser la stratégie de recrutement, c'est... on cherche un directeur des achats, ok super, bon, au lieu d'aller chercher des grands diplômes ou des directeurs des achats dans des grandes boîtes qui ne font plus du tout de négo, moi j'ai vu un alternant la semaine dernière qui est une brute et lui il a le potentiel et donc en fait c'est un raisonnement un peu par l'absurde mais qui à force de découler a insufflé le fait qu'à chaque fois qu'on recrute, pas à chaque fois mais en tout cas très, très régulièrement, là je vais prendre un ou deux exemples des postes que j'ai lancés, le brief de poste dans 90% des boîtes serait de prendre quelqu'un avec X années d'expérience, avec tel parcours, qui a déjà fait le rôle pendant, est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, a déjà fait ça. Et chez nous, en fait, on va revenir 2 steps d'avant en disant non, nous, on va chercher le persona qui, dans 5 ans ou 10 ans dans sa boîte actuelle pourrait avoir la chance de le faire. Nous, on va lui donner la chance tout de suite. On va miser sur un potentiel très très vite. On va le jeter dans le grand bain très très vite. Mais il faut que tu accompagnes du coup, parce que sinon... Alors bien sûr, il faut qu'on accompagne. Et là-dessus, on n'est pas toujours exemplaire, mais on s'améliore. Et en fait, c'est un peu malin, parce que Free, c'est aussi la frugalité, la base de ça. C'est au lieu d'aller payer hyper cher quelqu'un pour son expérience, on va miser sur un potentiel. La personne, elle va avoir tellement la dalle et va être tellement reconnaissant aussi de rendre l'opportunité qu'on lui a donnée d'arriver. En termes de compensation, elle va s'y retrouver parce que de toute façon, il y avait tellement un delta entre les 2 steps qu'on allait chercher et ce qu'on visait. Et nous, on va avoir aussi des histoires en interne qui continuent à montrer que Free s'émancipe un peu de la religion du diplôme, de la façon... Et donc, c'est pas pensé comme ça. Je dis pas que la direction, on n'écrit pas ça comme ça, mais c'était juste pour faire le clin d'œil. Au final, je pense que la stratégie de recrutement, c'est lié à des faits, mais c'est aussi à comment la culture du fondateur, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a envie de... Comment il voit le monde en fait? Est-ce qu'il le voit par des chiffres? Est-ce qu'il le voit par de la morale et des valeurs? Est-ce qu'il le voit par du pragmatisme et du bon sens et un peu de cynisme parfois? Et donc, je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est ce que je vois, moi, avec maintenant plus d'une vingtaine d'années de recul, à force de voir comment les décisions sont prises et comment... Parce qu'en fait, toutes les stratégies existent. Il n'y a pas forcément de 100% bonne, 100% mauvaise, mais... Après, tu arrives quand même à voir si... Tu vois, tu as des taux d'échec sur des postes. Si la personne, tu l'as fait venir, ton petit jeune, parce que c'est l'exemple que tu prends, s'il reste, c'est une histoire magnifique. Mais, et j'ai envie de te dire qu'à la rigueur, quand il part, tu peux lui dire, bon, on a tenté... Tu vois, oui, tu as soigné ta marque employeur, en tout cas. Voilà, le séjour qu'il a fait, c'est pas dégueulasse. Il y a rien de personnel, ça va marcher, on a essayé. Mais du coup. Faut pas déstabiliser, effectivement, aussi le collectif, à tout le temps se tromper, amener faire des paris fous. Chez Free, on dit souvent que c'est un chaos organisé. Xavier met le chaos et le reste des dirigeants mettent la structure. Mais en fait. Ce qui est aussi vrai, c'est que tout dépend aussi de ton niveau
à quel point tu mets le recrutement sur un piédestal. Et franchement, je dis ça alors que j'étais totalement à l'inverse. Moi, c'était la prédictivité du recrutement, je le mettais le curseur, je le mettais très haut. Si you trust the process, tu es dans l'excellence, etc., il faut aller tu peux mettre X temps pour recruter, mais du moment que tu fais ça, bah, tu as la bonne personne, etc. J'ai aussi vu parfois des périodes de 6 mois, 1 an avant de recruter quelqu'un, et au final, avoir mis autant de temps et de recruter et d'avoir quelqu'un et qui ne fait pas l'affaire. Sur un truc énorme qu'on a quand même raté, etc. Et donc, parfois, je me dis, mais en fait, et je suis un peu loin là-dessus, mais juste pour dire, c'est que la culture, les gens dans la boîte, l'équipe qui recrute, les autres employés, etc., se disent, ah ouais, un recrutement exec, quand c'est un vrai recrutement réussi, il faut que ça me dure longtemps. Et du coup, on met beaucoup de ressources. Et du coup, c'est difficile d'assumer quand on a mis 6 mois, 1 an à recruter un dirigeant, qu'au bout de 3 semaines, on veut s'en séparer. Ouais, c'est sûr. Et par contre, à l'inverse, quand on met peu de, tu vois, genre, le recrutement, est-ce qu'il y a besoin vraiment de spécialisation pour le faire? Donc, j'abuse un peu, tu vois, mais prenons, oui, lui, on a un bon feeling, ok, il a le potentiel, j'ai 2-3 refs, ok, vas-y, let's go. Et en fait, c'est moins un drama 3 semaines plus tard de dire, bon, en fait, ça va pas le faire, allez, mais vas-y, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on le savait, on peut se tromper. Et donc, c'est aussi sur comment tu définis ton point d'entrée, qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est la période d'essai, est-ce que c'est l'évaluation en recrutement ou l'évaluation pendant la période d'essai. Donc, c'est des choses intéressantes. Et on a été un peu long peu long, mais c'était intéressant. Donc, on va passer à la 3e partie. Du coup, tu parlais de culture. Et en fait, de culture de boîte, et notamment que toi, en faisant du personal branding, je pense que tu t'associes quand même à la culture de ta boîte, tu te mets en avant, tu dis que tu es papa, fan de foot, rappeur, RH, tu as ces 4 persos, et que ça t'aide quelque part à aller peut-être attirer des persos que tu n'aurais pas forcément attiré autrement. C'est ce que tu disais, qu'on n'a pas besoin d'aller forcément chercher le diplôme ou le profil bien peigné pour aller chercher des bons recrutements. Ça sert à ça, en fait, peut-être aussi de se mettre en avant sur les réseaux, d'aller chercher des profils différents. Le ROI, on me demande souvent, est-ce qu'il y a un ROI dans le fait de prendre la parole, d'avoir une présence sur LinkedIn notamment, de faire des choses différentes. Bien sûr qu'il y a un ROI de notoriété, de marque personnelle, d'attraction globalement. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui effectivement, par effet domino, se disent, ok, si Rassam se permet de dire ça, etc., c'est que Free est un endroit effectivement où on peut faire ça. Donc ça, c'est sûr. Est-ce que ça attire des profils pépites? Ça attire beaucoup de messages et de candidatures, ça c'est sûr. Et dans l'eau, bien sûr qu'il y a des éléments. Moi, je dirais que le plus important pour moi, c'est ce que ça crée autour en termes de culture interne d'équipe et globalement d'impact autour, et là c'est interne, externe, je mets même plus l'étiquette free ou pas free, c'est que moi je le fais parce qu'à un moment donné c'était mon chemin personnel et j'ai kiffé pouvoir le faire et de faire des liens avec mes différentes identités, etc. Parce que chacune de mes identités, je trouve, ne me définit pas entièrement. Et donc, en fait, c'était toujours une richesse d'apporter à la table cette partie, une nouvelle facette. Mais surtout, de montrer que, globalement, on parlait de casser les codes, de faire différemment et de montrer qu'on peut allier quelque chose qui a du sens, qui est performant, qui est potentiellement intelligible pour un peu tout le monde, universel, et qui en même temps est totalement décalé, quoi. Et donc de trouver cette niche, en fait, pour moi, c'est ça plus le challenge avant tout. Et le meilleur ROI que j'ai, c'est j'arrive à faire quelque chose qui était totalement impossible dans mon esprit il y a encore 5 ans, il y a encore une semaine. C'est presque plus perso, en fait. C'est presque un challenge perso, mais je me nourris de ce que ça peut avoir comme effet sur mon entourage, mon équipe, l'inspiration. Et je me dis, en fait, gagner pour inspirer les autres, quoi. Donc, moi, je suis dans la compète avec moi-même, mais mon endgame, c'est aussi d'inspirer les autres pour se dire, inventez votre façon de le faire. Toi, c'est quand même vraiment un autre... Enfin, c'est un peu pareil ou pas, John? Même si le ROI... Non, mais il y a plein d'éléments de réponse. Le premier, c'est déjà... je pense que dans notre secteur, en ESN, et j'ai envie de dire, je pense même dans la plupart des secteurs maintenant, la com institutionnelle, elle est devenue hyper lisse, elle est boring.
Enfin, C'est de la pub, je quoi, on veux se dire, fait chier, je quoi, veux ouais. dire en français, elle est chiante à mourir. Et c'est assimilé effectivement à de la pub. De toute façon, quand tu regardes les feeds de LinkedIn, c'est 3% du feed seulement, c'est de la com corp. Personne n'a envie de le lire. Dès que tu vois un post de boîte, tu dis réclame et hop, tu zappes. Ça se fait dégommer par l'algo de toute façon. Et en fait, on en revient à une des thématiques de l'échange. Moi, quand je prends la parole, j'apparais tel que je suis. Et en fait, j'incarne la boîte, mais en fait, en étant moi-même. Tu vois, je me fais vanner parce que je porte un bonnet, je me fais vanner parce que je dis frérot, mais en fait, je dis frérot, mais la phrase d'après, je peux dire congruence. En fait, c'est pas un problème. Je pense qu'il y a, moi déjà, ça me fait marrer parce que parfois, effectivement, je peux avoir un langage hyper cru et ça engendre du mépris de classe où les gens se disent ok, d'accord. Et je pense que c'est aussi l'occasion de prouver que c'est pas si noir ou blanc, etc. Et que surtout, oui, en fait, il y a du ROI. En fait, à chaque fois que quand je prends la parole ou que tu prends la parole, on voit qu'on a des pics de candidature. Ouais. Et en fait, dans ces pics de candidature-là, en fait, ils nourrissent une dynamique d'inbound qui font changer le métier et de la com et du recrutement. Ouais. Feu, le métier du recrutement en ESN, c'était tu mets une armée de TAM et tu leur... c'est tout le funnel d'acquisition avec des métriques, etc. Et tu fais venir les gens, etc. Maintenant, c'est tu prends un ATS et tu n'oublies pas de répondre à tout le monde, d'être sympa et d'expliquer pourquoi on peut avancer ou pourquoi on ne peut pas avancer. C'est juste plus le même métier, en fait. Ouais. Et je trouve que, du coup, en alliant authenticité, tu récoltes de l'efficacité. C'est quand même beaucoup plus facile d'aller... regarder parmi 600 candidatures si tu peux pas en avoir 60 d'excellents niveaux plutôt que d'aller les chercher la sueur de ton front. Tout à l'heure, tu as employé un terme, c'est brûler le marché. À un moment donné, quand tu appelles tout le monde, t'es vu comme quelqu'un d'intrusif, quoi. Et puis, en fait, moi, après le premier exemple, parce qu'on a commencé par du foot, donc je vais peut-être finir par là. Il y a 10 piges, le presse de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, était sur Twitter et tout le monde me prenait pour un maboule. Je me dis, mais comment est-ce qu'un président de club, chef d'entreprise avec une telle noto peut aller parler sur Twitter, comme un jeune avec des caractères, tu vois, parce que il se faisait brasser parce que il écrivait t'inquiète, TKT, tu vois. Je me dis, mais non, mais il peut pas, il a 60 ans, c'est pas normal. Et en fait, la réalité, c'est que ce mec-là, c'était un précurseur et c'était un visionnaire. Et que je ne vois pas, quelle que soit la taille des boîtes aujourd'hui, comment est-ce qu'un dirigeant, une dirigeante peut faire l'économie de ne pas aller sur les réseaux, incarner sa boîte. Ouais, je pense que ça résume très bien. Faut kiffer, après, mais si tu kiffes... C'est un besoin du marché d'authenticité, de vivre des expériences et d'avoir des vraies histoires et de pas de bullshit. Et donc, et en plus, leurs besoins provoquent les meilleurs résultats, en l'occurrence dans les sujets qui nous intéressent. Donc, j'avoue que c'est gagnant-gagnant. Et puis c'est surtout un super pouvoir. Le pouvoir médiatique, c'est un pouvoir exceptionnel. Après, je pense que... Et c'est ça que je trouve cool avec toi, c'est que je trouve que tu vois, ton pouvoir médiatique, tu portes des messages qui sont plutôt cool, qui sont plutôt pas communs. C'est sûr qu'après, si ton pouvoir médiatique, tu le mets pour aller vendre des formations pour gagner 10 000 € par mois, c'est... En fait, nous, on peut le faire, Shodo, on peut le faire, toi, tu peux le faire parce qu'on a chacune des choses intéressantes à dire, à vendre. Et parce que tu vends pas. Et de la culture, de vendre, quand même. c'est de pas vendre. Oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est qu'on porte des messages. Quand tu n'as pas de message à porter, à mon avis... Ou quand tu portes un message cool et que tu dis PS, on recrute des développeurs Java J2E, t'as tout niqué. Non, mais et finalement, est-ce que ça pousse pas le marché et les boîtes à aller trouver des valeurs, en fait, à mettre en place des valeurs aussi, enfin peut-être à se dépasser parce que c'est plus aussi facile et que maintenant on recrute plus comme ça ou. Je pense que ça remet la question du sens au travail, du ça, why. En fait. Qui repasse avant le what. Quand tu pitches ton what, c'est chiant. Quand tu pitches, tu commences par le why. Là, les gens commencent à t'écouter. Oui, voilà, c'est plus que les jeunes n'ont pas forcément envie de travailler, c'est qu'ils ont envie d'avoir du sens au travail. Et c'est peut-être à ça que ça sert. Les vieux aussi, je pense. Ouais, je pense que maintenant ils peuvent le dire. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'au final, et on va finir là-dessus, on avait plein d'autres choses à se dire, mais bon, faut faire un choix. Est-ce que vous cherchez pas peut-être à changer les règles du jeu? Un peu, voilà, à vous mettre en avant, à aller chercher de l'authenticité pour
en fait, que les gens n'attendent plus 10 ans avant de s'affirmer et avant de faire tomber le costard et la cravate. Est-ce que c'est pas un peu ça ? Est-ce que ça va pas un peu plus loin ? Ouais, je pense que déjà moi c'est un peu des revanches un peu personnelles sur ma propre histoire, sur j'ai un rejet un peu quand même de pas mal d'institutions fortes comme l'école, les diplômes, la première impression, etc. Parce que dans mon cursus à moi, je suis passé par ces étapes-là. Et diplômé de quoi ? On l'a pas dit. J'étais à la fac de Nanterre et j'ai fait une licence d'anglais, alors que j'étais bilingue en anglais. Voilà, moi j'ai pas fait, les études, c'était pas du tout. J'ai vomi l'école, j'ai vomi et je reste toujours, en fait, j'ai des enfants aujourd'hui, une fille qui est au collège, la plus grande, je ne peux pas faire les devoirs avec elle parce qu'en fait j'ai encore en fait en fait c'est encore une colère et j'ai encore un peu le seum contre les profs, les trucs. Non mais en fait je suis un peu comme ça et donc en fait je préfère rien dire parce que ma femme et moi je suis assez radical là-dessus. Alors et du coup dans mon métier de recrutement c'est un peu complexe parce que parfois quand tu recrutes et notamment pour des dirigeants, de toute façon tu adoptes plein de biais, plein de codes parce que c'est ce qui fait que tu vas aller plus vite et que finalement pour aller plus vite, bah d'accord, ça te permet de trier, quoi. Et donc en fait parfois je me rappelle quand même de plein de trucs et tout ça et donc en fait pour moi c'est de toujours continuellement pousser et casser les codes effectivement pour montrer que c'est possible tout en se disant pas forcément tout de suite lâche ton costard, tout de suite lâche et je dis je fais juste sens, en fait. Voilà, rappelle-toi un peu c'est quoi ton objectif quotidien, où t'en es dans ta carrière, c'est quoi l'environnement dans lequel tu évolues et sois un agent aussi du changement, ne t'attends pas d'être full aligné dans la boîte qui va te permettre d'être safe, change ta boîte actuelle pour l'être un petit peu mais de manière incrémentale, bouge un petit peu le curseur tous les jours. Je comprends ça. Et moi, pour faire simple, tu sais, c'est une anecdote que je sors souvent, mais en fait, je la sors souvent parce que je pense qu'elle m'a traumatisé. Aussi bien quand j'étais en prépa, quand on préparait les oraux d'entrée en école, que quand j'étais en école et que tu préparais les oraux tu dégages pour aller sur le marché du travail, tu vois. J'avais des gens, des profs qui me disaient coupez-vous les cheveux, pas de cheveux longs, c'est pas bien, pas de barbe. Si vous avez des tatouages, mettez un foulard, mettez un costume sombre, c'est mieux, gris anthracite, noir. Et en fait, je trouve que c'est important de communiquer, de montrer que le monde du travail, c'est pas que ça. En fait, ça existe. Mais je pense que ce qui est cool dans le marché du travail, c'est que les gens ils aient le choix. Tu vois, c'est la règle des deux pieds. En fait, si il y a une boîte dans laquelle tu te plais pas, mais en fait, cette boîte-là, elle est mise en concurrence par d'autres où tu as une culture, tu as un monde du travail qui est différent. Et en fait, nous, on est là pour donner du choix. Je te dis pas, moi, je comprends moi, qu'il y a des gens qui kiffent mettre des costards et qui me regardent en disant c'est qui ce blaireau avec ses chemises à carreaux, c'est un gros bouffon et tout. Mais moi, je dis juste, ok, en fait, c'est deux mondes différents. Moi, je kiffe le mien. Si tu kiffes le tien, c'est hyper cool. Et en fait, c'est deux offres et les gens choisissent. Mais je pense effectivement que ça m'aurait fait gagner un temps fou. Moi, qu'on me dise à 25 piges, mais tu sais quoi sois toi-même. T'as le droit. T'aimes les cheveux. Putain, moi, j'aime les cheveux longs, j'aime les bonnets. Putain, j'ai dû attendre 40 piges pour aller avoir le droit d'aller bosser dans ma propre boîte. Tu vois, il a fallu que tu montes ta boîte en fait. Mais oui, en vrai, mais oui. C'est pas normal. Finalement, est-ce qu'on n'inverse pas un peu le rapport de force aussi c'est-à-dire que c'est pas que descendant, c'est pas que des ordres, soit comme tout le monde. Peut-être que les salariés, ils ont le droit aussi d'inventer leurs propres règles, tu vois. Viens comme tu veux. Après, je veux dire, c'est choisis la boîte dans laquelle tu te sens bien. Tu vois, je pense qu'il faut pas être dogmatique. Hein. Si t'aimes. Ça, quand tu peux le choisir, c'est vrai que c'est chouette. Oui, mais c'est ça. Choisis la boîte dans laquelle tu te sens bien et puis kiffe. Mais sois bon. Et bon, on va finir sur ces mots-là, mais on va se quitter avec un petit son, je trouve, qui est quand même pas mal, qui est d'actualité, quoi. Soleil. Ouais. Soleil. Elle me reste en tête à chaque fois que je l'écoute. C'est vraiment terrible. On l'a fait l'été dernier, je pense, justement, à quelques semaines de la fin des vacances. Je disais, on n'a pas sorti de son pour l'été et tout. Et en quelques semaines, c'est un peu notre challenge à chaque fois de faire des sons en très peu de temps. Sachant qu'il y avait 0 jour de soleil l'an dernier, tu vois. Et tu vois, Sam, tu vas sortir l'année prochaine en 2026. Et je veux de la pluie parce qu'on en a trop chaud. Ce serait très cool ça. On a froid de ouf. Enfin, non, on a chaud quoi. J'aimerais avoir froid. Bon, merci. Merci beaucoup, c'était très chouette. À la prochaine. Et à bientôt. Très vite. Merci Laurie. Merci John.